Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Personnes inspirantes sur ma chaîne YouTube C'est Mes Plus, l'interview qui vous fait rencontrer des modèles de réussite, de succès ou d'inspiration par leur manière d'être et de vivre. Dans ces interviews, chaque samedi, vous découvrez à chaque fois une nouvelle personnalité dont on va décoder les stratégies d'excellence ou la philosophie grâce à la programmation neurolinguistique. Pour moi, l'objectif, c'est d'agrandir votre vision et de vous permettre d'avoir une ambition plus large de votre épanouissement personnel, de vous-même, sans se limiter à un niveau de votre vie. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marielle Barbe, qui est coach, consultante, auteure, conférencière, qui va venir nous parler de la multipotentialité pour qu'on puisse comprendre en quoi ça consiste, qui sont ces personnes, est-ce que c'est le cas de tout le monde à différents niveaux, est-ce que c'est simplement certains profils, comment est-ce qu'elle peut s'imbriquer dans notre vie à la fois professionnelle et personnelle. Donc, Marielle, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous invite à vous présenter, à nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et surtout quelle est votre mission dans ce monde, s'il y en a plusieurs, évidemment. Merci Chloé, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je me présente comme une slasheuse parce que j'ai mis très longtemps à ne pas savoir comment me présenter. C'était un cauchemar quand on me disait qui es-tu, que fais-tu, que faites-vous dans la vie. J'ai mis très longtemps à comprendre que je ne répondrai jamais à l'injonction de me présenter. Alors déjà, je trouve que se présenter enfin, par l'étiquette d'un métier, je trouve que c'est extrêmement réducteur. La vie ne se résume pas au travail. Donc je dirais que pour me présenter, je suis une personne extrêmement curieuse qui aime faire des liens avec beaucoup, beaucoup de choses, qui aime comprendre comment fonctionne le monde. Je crois que j'aurais adoré être sociologue. Voilà, donc ça n'a pas été le choix que j'ai fait. Je crois que je ne savais même pas que ça existait quand j'étais adolescente. Et donc finalement, aujourd'hui, je fais de la sociologie à ma manière, de manière peut-être empirique, en partant du terrain, de ce que je connais. Et j'aime comprendre les mécanismes de l'humain, j'aime comprendre les mécanismes du vivant. Voilà, je crois que rien ne me fait plus plaisir que de faire des liens entre des personnes. Et surtout, ma raison d'être, en fait, depuis toujours, c'est finalement, alors que j'ai changé mais 1000 fois de milieu professionnel, de métier, j'ai découvert en écrivant mon livre que ma raison d'être avait toujours été la même, que j'ai travaillé en commençant dans ma vie professionnelle dans le milieu de la culture, que j'ai travaillé dans le milieu de l'écologie, du conseil, du développement personnel, du développement professionnel, de la communication, peu importe. En fait, qui était vraiment partout, qui sous-tendait tout ce que je portais, c'était toujours la même raison d'être, à savoir euh, révéler, identifier et révéler des potentiels multiples, que ce soit chez des personnes ou dans des organisations, pour que ces personnes et ces organisations puissent être alignées à la plus juste place, à l'endroit exactement où elles doivent être, pour contribuer à prendre part à un monde plus vertueux. Globalement, c'est ça. Et ça marche pour tout ce que j'ai fait, que j'ai travaillé dans l'action culturelle avec des ados en Seine-Saint-Denis, dans des cités, que j'ai travaillé dans l'écologie, à accompagner la promotion de films environnementaux, de projets environnementaux. Ça a toujours été la même chose. Donc ça, c'est très rassurant et surtout, j'ai compris trop tard parce que ça m'a valu beaucoup de batailles personnelles dans ma vie. Pour essayer de faire comprendre qui j'étais, ce à quoi j'aspirais. Si je l'avais compris plus tôt, que finalement, peut-être que la question qu'on nous pose très 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 tôt c'est Emily Wapnick, qui est vraiment une Américaine, qui a écrit un livre et qui a fait un TEDx très très vu sur la multipotentialité. Justement, part dans son TEDx de cette question à qui on a posé très très tôt, trop tôt, la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Cette question, pour moi, ça a été le caillou dans ma chaussure toute ma vie. Parce que, et j'en parlais hier soir avec des étudiants très jeunes, enfin, qui ont une vingtaine d'années, dans un événement sur lequel j'intervenais pour les rencontrer et parler slashing et multipotentialité,
qui effectivement, eux, me disent, mais nous, on veut pas faire un seul métier. Enfin, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est une évidence. Mais pourtant, ils me disent aussi, à l'école, et moi j'ai une fille qui a 20 ans, mais à l'école, dès la quatrième, troisième, au collège, on commence à mettre cette petite graine, cette pression de qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Et on commence très tôt parce qu'on est capable de dire, et moi j'ai pu le faire, hein, je fais mon mea culpa aussi là-dessus, enfin, je te dirais par conformisme, de demander à un enfant, t'aimerais faire quoi plus tard? C'est quoi le métier qui te fait rêver? Mais bon sang, voilà, le métier qui le fait rêver aujourd'hui, peut-être qu'il n'existera plus quand il aura 20 ans de toute façon, donc c'est pas de toute façon pas la bonne question. Mais surtout, c'est pas la bonne question parce que ça induit par un biais cognitif l'idée que euh, on doit se poser la question finalement de sa vocation alors qu'on a 3 4 5 ans avec une dimension un peu judéo-chrétienne qui serait que cette vocation, c'est inné, ça tombe du ciel, c'est quelque chose qui nous est donné ou pas. Et que personnellement, comme ça ne m'était pas donné, c'était très souffrant pour moi de ne pas savoir quelle était ma vocation. Et j'ai été très envieuse de tous les amis autour de moi qui, eux, avaient la vocation, savaient depuis qu'ils étaient petits, parce qu'ils tenaient un stylo dans la main, qu'ils dessinaient merveilleusement bien, ou qu'ils ils avaient une attirance pour la musique, ou pour la construction, ou pour je ne sais pas quoi, que ça, c'est vers là, ou la médecine, que c'est vers là qu'ils iraient. Mais pour certaines personnes, notamment les multipotentiels, eh bien, je pense que le sujet n'est pas la question, en tout cas, n'est pas la bonne. On se trompe d'erreur quand on se trompe de question, quand on se demande quelle est ma vocation. Il vaut mieux se poser la question de quelle est ma raison d'être, comme je vous l'ai décrite, qui est de identifier, valoriser des potentiels multiples, des personnes, des organisations, pour qu'elles soient à leur plus juste place et qu'elles puissent œuvrer de cette plus juste place au service d'un monde meilleur. Bon, ben ça, c'est une raison d'être qui est toujours la même, mais cette raison d'être, on voit bien que c'est comme une note de fond d'un parfum, elle est toujours là. Mais le parfum, de temps en temps, il y a un peu plus de fleurs, il y a un peu plus de musc, il y a un peu plus de poudré, il y a un peu plus... Voilà. Et ce parfum, il change en fonction de nos cycles de vie, mais la note de fond est la même. Mais je prends juste une autre forme. Il prend juste une autre couleur, une autre teinte, un autre goût. Mais ça relève du même sens. Par contre, c'est toujours la même chose qui nous donne envie de nous lever le matin et de prendre part au monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis la révolution industrielle, en fait, on a induit une injonction, comme si c'était une vérité, à devenir des experts dans notre vie professionnelle. Alors qu'à la Renaissance, euh, c'était exactement l'inverse. À la Renaissance, la norme du travail, c'était d'être un Léonard de Vinci. Alors, je ne dis pas que c'était pas aussi parce qu'il était un génie, mais peut-être qu'à la Renaissance, on peut se demander pourquoi on a vu émerger autant de génies de cette époque-là de genre incroyable. Eh bien, moi, je me dis qu'il y a de grandes chances que ce soit aussi dû au fait que la norme du travail, à l'époque, le slash n'existait pas, donc on ne disait pas qu'on était multipotentiel ou slasher, mais en tout cas, la norme du travail, à l'époque, c'était d'être un polymathe, c'est-à-dire d'être un professionnel qui construit sa vie professionnelle en assumant complètement d'être à la fois un artiste, un chercheur, un scientifique, un médecin, un philosophe, etc., etc., sans que ce soit regardé comme oh, mais non, c'est un peu louche, hein, si tu fais tout ça, c'est que tu dois pas le faire très bien. Et c'est exactement moi ce qu'on m'a reproché pendant trop longtemps et ce que je vois reprocher à beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde du travail que j'accompagne et que je rencontre dans tous les événements auxquels je participe. Et je trouve que voilà, ça me désole, ça me donne presque envie là d'écrire ou de lancer un hashtag Stop au gâchis de talent. Je suis intervenue récemment sur une table ronde en faisant ma conclusion là-dessus. Ça me donne presque envie d'aller écrire un livre là-dessus parce que le fait de ne pas prendre en compte une personne dans sa complétude, complétude n'étant jamais complète, hein, puisque on est des êtres d'évolution,
On est des êtres multidimensionnels, on n'est pas fait que du travail, de la vie personnelle, il y a plein d'autres pans en nous. On a une quête de sens qui peut être une quête de sens, qui peut être chercher ce qui est plus grand que nous. Ce plus grand que nous, ça peut être la nature, ça peut être la spiritualité, enfin, on est tout ça. Et pourtant, on nous demande d'être qu'une chose, de rentrer vraiment dans une case où on nous identifie avec un nom, une étiquette, une expertise. Et ça contribue à un énorme gâchis de talent, à la fois pour la personne, pour nous tous, pour chacun de nous, parce qu'en fait, c'est très réducteur. C'est un peu comme si on passait notre temps à accepter qu'on nous coupe les ailes, qu'on nous coupe nos potentiels. Et on continue à le faire pour nos enfants, quand bien même moi, voilà, je vois bien qu'il y a un truc qui est dissonant aussi, parce que nos enfants, l'école les oblige à être des experts en maths, en français, mais si je suis très bon en dessin ou en, ou en musique ou en, je sais pas, en sport, que j'ai d'autres formes d'intelligence qui sont surdéveloppées, ben, malgré tout, je vais peiner à l'école parce que la norme de l'éducation nationale, c'est de passer par ces fourches codines de ces matières imposées, reconnues comme les matières essentielles. Et donc, ça conduit à un gâchis de talent personnel et puis collectif. Parce que dans une organisation, que ce soit une société ou une entreprise, eh bien, ça veut dire qu'il y a plein de talents partout, des pépites qui sont là, mais elles sont complètement sous le tapis ou recouvertes de poussière ou cachées, compressées parce qu'on les laisse dans un coin, on les laisse à la marge de la fiche de poste, on les laisse à la porte de son entreprise et potentiellement, ces pépites, ces talents, ces potentiels multiples, eh bien, chacun peut en avoir besoin. Un de mes collègues peut en avoir besoin, moi je peux en avoir besoin à un autre moment, une pandémie arrive, bon, ben, il se trouve que je travaille aux achats dans une entreprise, on vend plus rien, il n'y a plus de... Voilà, l'industrie s'est arrêtée. Eh bien, pour autant, peut-être j'ai des talents de codeur, de développeur, de je ne sais pas quoi, dont mon entreprise aurait besoin même pour peut-être vendre nos produits. Mais personne ne le sait parce que je ne l'ai pas dit. Donc ça veut dire que c'est un gâchis de talent collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde VUCA qu'on dit volatile, incertain, complexe, ambigu, dans lequel nous vivons, où tout va extrêmement vite, où on sent bien que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, que tout peut être remis en question par un petit virus, un conflit, une pénurie, enfin j'en passe et des meilleurs, eh bien, ces talents-là, ces ressources-là, ces potentiels non identifiés, cachés, tus, étouffés, eh bien, sont un désastre. Enfin, c'est un désastre. C'est vraiment un énorme gâchis pour tout le monde. Voilà. Je Ok. sais. Il y a une présentation un peu longue. C'est une présentation qui est déjà très complète et qui soulève plein de points. J'ai noté plein de questions à vous poser pour qu'on puisse aller plus loin. Euh, la première question qui me vient, c'est est-ce qu'on est alors est-ce qu'on est tous multipotentiels? Parce que ce que je me dis aussi en tant que coach, c'est que bah, comme vous l'avez dit, on a plein d'étiquettes, on a aussi différentes parts de soi. L'identité déjà, elle est évolutive. On n'est pas complètement ce qu'on était hier, on n'est pas non plus ce qu'on sera demain et on change tout le temps, donc et puis on a tous des talents. Donc est-ce qu'on n'est pas quelque part tous multipotentiels? Est-ce que ce sera un spectre ou est-ce qu'il y aura des personnes multipotentielles et d'autres non? Et du coup, comment est-ce qu'on reconnaît sa multipotentialité? Hmm. Alors, c'est un grand débat, le sujet. Est-ce que je suis multipotentiel? Enfin, est-ce que on est tous multipotentiels ou pas? Alors, pour les besoins de mon livre, parce que j'ai fait des liens entre les multipotentiels, les slasheurs, on reviendra au terme slasher plus tard, en tout cas les multipotentiels et les hauts potentiels. Bon, moi j'ai un problème avec les étiquettes. Elles ne m'intéressent pas trop. Elles sont intéressantes pour qu'une personne comprenne comment elles fonctionnent, certes. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, bah, soit je reste sur mon étiquette et je me dis, ah, je suis une pauvre malheureuse parce que je suis hyperactive, HPI, HPE, hypersensible, hyper... bon, bah, une fois qu'on a dit ça, on n'avance pas. Par contre, une C'est fois que vrai. une fois que je me connais, je sais comment je fonctionne, je connais mes besoins, eh bien, je vais justement créer des conditions
biaiser un peu parfois, trouver des stratégies pour pouvoir bah, œuvrer depuis à la fois mes potentiels et à la fois aussi mes difficultés que j'ai et qui vont avec parfois. Donc, je suis allée interviewer une psychologue dont j'avais lu un livre que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup interpellée, et qui s'appelle Adulte doué et sensible, qui s'appelle Ariel Ada. Et elle fait partie des gens qui accompagnent essentiellement des hauts potentiels, et elle est convaincue qu'on est ou pas multipotentiel. Moi, je partage pas, je suis pas scientifique, hein, donc je dis ça, c'est vraiment intuitif et aussi lié à toutes les recherches que j'ai menées et à toutes les personnes que j'accompagne. Et aussi parce que j'aime beaucoup le sujet de l'éducation, donc je me suis beaucoup intéressée à toutes les pédagogies alternatives. Je déteste dire ce mot parce qu'elles sont alternatives depuis 200 ans. Malheureusement, elles restent alternatives parce que personne ne les porte. Mais voilà, Montessori, Freinet, Steiner, etc. Et j'ai l'intuition, la sensation que si dès l'école, si on avait, et d'ailleurs c'est le cas dans certaines écoles comme Steiner qui ne segmentent pas et ne hiérarchisent pas quand bien même les enfants passent leur bac et l'ont dans les bonnes conditions, elles ne hiérarchisent pas. C'est pas mieux de savoir construire des meubles dans un atelier de bois que de savoir bien parler français. Donc, j'ai l'intuition que si on donnait aux enfants, dès le plus jeune âge, la possibilité de développer leurs intelligences multiples, leurs potentiels multiples, hein, les intelligences multiples telles que les a décrites Howard Gardner qui dit qu'on en aurait 9, leurs potentiels multiples sans stigmatiser ou valoriser plus l'un que l'autre, en encourageant aussi la curiosité. Quand même, en France, il y a un proverbe, hein, moi, ça m'arrache la bouche de le dire, mais c'est un proverbe que j'ai entendu combien de fois, y compris dans ma propre famille, qui est que la curiosité est un vilain défaut. Donc pour moi, c'est tout sauf un vilain défaut, c'est une énorme qualité. Si je n'avais pas été curieuse, un quart de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie ne me serait pas arrivé. C'est simplement ma curiosité qui m'a amené à faire des pings et des pongs et des liens avec des gens et rebondir, etc. Donc, si on encourageait la curiosité, si on encourageait les potentiels multiples des enfants, je pense qu'en réalité, on est tous multipotentiels. Peut-être qu'il y a des prédispositions. Et alors après, ça rejoint une autre étude que j'aime beaucoup, qui a été menée par une chercheuse de l'université de Stanford qui s'appelle Carol Dweck et qui est spécialiste de la psychologie de la réussite, qui dit que selon elle, ce qui permet à une personne de réussir, attention à ce qu'on entend, enfin, il faut fouiller un peu pour voir ce qu'elle entend par réussir, mais en tout cas, c'est pas forcément lié à des origines sociales, à des diplômes, etc., mais plutôt à un état d'esprit. Un état d'esprit, elle a identifié qu'en réalité, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes à l'état d'esprit fixe qui euh, craignent de se tromper. Elles ont tellement peur de l'échec que finalement, elles préfèrent rester dans leur petit carré qu'elles maîtrisent bien. Et ce sont des personnes qui ont un fort besoin de maîtrise. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des personnes très diplômées qui ont une telle pression de réussite dans leur vie que pour ne pas décevoir, pour ne pas prendre le risque d'échouer, elles sont pas prêtes à faire un pas de côté, à sortir de la boîte. Et les autres sont les personnes à l'esprit de développement ou de croissance, suivant les traductions que l'on fait de ces travaux, qui, elles, en revanche, ont intégré depuis toujours que l'échec fait partie de la vie et donc la réussite est aussi liée à l'échec et ça rejoint aussi tout le courant des business angels qui aux États-Unis misent sur des startups, des jeunes entreprises qui ont au moins échoué 5 ou 6 fois avant, considérant que, fortes de leurs échecs successifs, elles n'échoueront plus. Mais cette étude dit aussi que finalement, peut-être que si on donnait d'autres clés, d'autres outils à ces personnes à l'esprit fixe depuis qu'elles sont enfants, en libérant cette peur de l'échec, eh bien, elles feraient partie peut-être du clan des personnes à l'esprit de développement. Ouais, ça me fait penser aussi à tout le champ d'études qui a été mené en psychologie cognitive par Daniel Goleman, notamment dans son livre que vous devez connaître, L'intelligence émotionnelle, le tome 1, le tome 2.
c'est une vraie référence en psychologie et il recense un certain nombre d'études qui a été menées principalement aux États-Unis sur l'éducation des enfants parce qu'en fait, c'est là que tout se passe et c'est là qu'on peut voir le fruit d'un changement d'éducation qui disait qu'en fait, effectivement, dans ces psychologies de la réussite et dans ce qui faisait qu'après les études, certaines personnes réussissaient mieux que d'autres. Alors là, alors il y avait d'une part le plan du bonheur personnel, l'épanouissement personnel. Il y avait aussi les postes à plus grande responsabilité, mais qui ne demandaient pas forcément des études ou à un niveau où finalement le fait d'être surdiplômé ne jouait pas plus que quelqu'un qui aurait moins d'études. Et bien effectivement, ce qui revient très souvent, c'est que quand on apprend aux enfants à se baser sur autre chose que l'apprentissage bête et méchant de certaines matières qui ne reflètent en rien leurs intelligences et notamment l'intelligence émotionnelle, en fait, ça leur permet pas de se développer. Et quand on donne à ces enfants une éducation qui est davantage basée sur leurs compétences émotionnelles, leur gestion du stress notamment, la maîtrise des émotions, ça permettait aussi d'avancer davantage dans la vie. Donc là, c'était plus sur le plan émotionnel et gestion de soi-même après l'école, moins sur le côté multipotentiel. Il n'y avait pas du tout ce propos-là dans le livre, mais effectivement, ça en fait complètement partie. Et pour rebondir sur ce que vous dites aussi, par rapport vraiment à mon expérience, aux personnes que j'accompagne dans les masterclass, dans les accompagnements. Aujourd'hui, je fais plutôt du collectif que de l'individuel parce que j'ai trop de demandes. Donc voilà, je suis obligée de passer par le collectif et que j'adore aussi la force du collectif. Mais je me rends compte aussi que euh, très concrètement, des personnes se pensent parfois, et puis dans les conférences, quand j'échange, hein, il y a toujours cet effet. Hier soir, avec ces jeunes qui étaient tellement rafraîchissants et tellement déjà loin de l'ancien monde et tellement dans le nouveau monde du travail, je vois à quel point euh, les personnes ont besoin de déconstruire. Dès lors qu'on leur donne la clé pour déconstruire l'injonction à rentrer dans la bonne case, en fait, elles ne savaient pas qu'elles étaient multipotentielles, mais elles l'étaient déjà. Même un banquier récemment que j'ai rencontré dans un dîner chez une amie qui me dit, alors vous faites quoi dans la vie? La fameuse question qui tue. Sur quoi j'ai répondu, je suis slasheuse, alors parce qu'au moins ça ouvre le débat plus loin. Qui me dit, oh là là, c'est rigolo, c'est quoi ce mot un peu exotique? Et quand je lui explique, il me dit, ah bah en fait moi aussi je suis un slasher parce que je suis banquier, mais je suis aussi dans tel conseil d'administration, dans telle association. En fait, il faisait énormément de choses qui n'étaient pas forcément d'ailleurs dans du bénévolat, hein, mais aussi dans du bénévolat, qui faisaient que tout d'un coup il comprenait que ben oui. Alors souvent d'ailleurs les chefs d'entreprise le sont. Et pourtant, ils n'ont pas très envie que leurs collaborateurs le sont, parce que finalement, c'est beaucoup plus pratique hein, de rester à sa bonne place et d'être un bon exécutant de sa mission. Ouais, ouais. Puis même sans forcément rentrer dans ce sujet-là, il y a un côté aussi, comment dire, renforcer l'optimisation, l'argent qu'on va mettre sur un salarié, il faut que ce soit absolument rentable. Donc on a constamment envie d'avoir le meilleur dans chaque domaine, alors qu'en fait ça dessert parfois plus qu'autre chose. Et du coup, comment est-ce qu'on sait, ce serait quoi les caractéristiques ou les critères de la multipotentialité? Comment on pourrait Alors, les développer ensuite? ouais, alors quand j'ai écrit mon livre, j'ai fait un petit questionnaire en 10 questions pour vous poser les bonnes questions et savoir si vous êtes un multipotentiel slasher. Je dirais que ce qui me met la puce à l'oreille souvent, c'est et les gens qui m'appellent me disent je comprends pas, je dois être instable. C'est ce que je disais aussi de moi, hein. Je suis pas totalement finie pour le monde du travail. Je suis instable, je touche à tout. Et souvent, ça se traduit par quoi? Ça se traduit que on croit avoir trouvé le job de notre vie, un peu comme on croit avoir trouvé le mec ou la femme de sa vie. Et puis au bout d'un moment, on se dit, oh mince, c'est bien, j'aime bien ce job, mais je sais pas pourquoi, je m'ennuie déjà. Il y a un truc, j'aime bien, mais je m'ennuie. Ah, puis là, il y a ce truc qui me fait de l'œil, là. Ah, j'irais bien un peu voir là. Oui, mais alors je suis instable, mais pourquoi tu... Moi, on me disait tout le temps ça, mais Marianne, on ne sait pas où tu es, on comprend rien. Il y a 6 mois, tu nous disais ça, là, tu es déjà là, tu nous perds. Voilà. Donc, c'est vraiment souvent, les gens me disent, voilà, moi, j'ai des cycles de 3 ans.
Au bout de 3 ans, je m'ennuie. Et en fait, bon, je reviendrai là-dessus après. Donc, l'ennui, la routine, et l'envie d'échapper à quelque chose de routinier, le fait de se dire, bah, en fait, je me sens ça, de ne pas arriver à faire des choix. Hier soir, j'ai échangé avec un jeune garçon qui me disait, oh, bah, moi, je sais pas choisir. Moi, ça a été mon drame quand j'avais 20 ans. J'avais l'impression que je pouvais tout faire. Mais je ne le disais pas parce que je trouvais ça extrêmement prétentieux, puisque je n'arrivais même pas à choisir une chose, hein. Donc, on a plein de choses qui nous font envie, on a une espèce d'appétence comme ça, de curiosité. Donc, la curiosité, l'ennui, le fait aussi qu'on se rend compte que dans un job qu'on peut aimer, pour autant, il nous manque quelque chose. C'est comme s'il manquait, euh, c'est comme quelqu'un qui aime la nature et qui et passe sa vie devant un ordinateur. Alors, il peut aimer être geek, mais pour autant, il peut aimer la nature. Mais si sa vie fait qu'il vit dans une mégapole asiatique et qu'il voit jamais un brin d'herbe, au bout d'un moment, il sera pas heureux. Donc, on a confusément ce sentiment qu'il nous manque quelque chose. Et souvent, ce quelque chose, c'est quelque chose qui concourt à un équilibre global, qui fait que je peux aimer faire des choses qui font appel à ma tête, à ma créativité. Moi, par exemple, à un moment, je me suis formée pendant de longues années à un travail sur la voix et sur le souffle. J'étais coach, j'accompagnais des gens. J'adorais ça. J'étais persuadée que c'était le job pour le reste de ma vie quand je me suis mise à l'exercer. Et puis au bout d'un mois, 6 mois, 2 mois, de 6 mois, pardon, un an, pardon, plutôt, je commençais à me dire, moi j'aime bien, mais il me manque un truc. Et ce qui me manquait, c'était écrire, réfléchir, monter des usines à gaz, des gros projets en collectif, animer des choses en collectif, en intelligence collective, euh, voilà, participer à des projets qui avaient plus d'impact, parce que là, j'étais dans ma pièce avec une personne, ok, c'était intéressant ce que je faisais avec la personne, mais il me manquait une dimension à impact plus forte. Et puis, ce goût que j'ai à travailler avec des équipes. Voilà. Donc, en fait, souvent, parce qu'on nous a contraints à ça, à choisir, à faire un choix un peu parfois par défaut d'ailleurs, hein, professionnel, eh bien, on renonce à des choses qui sont importantes pour nous. Et je dirais que le multipotentiel, lui, bah, ça, c'est un peu comme si ça le gratte plus vite que les autres. Hein. Il se dit, oh là, il me manque un truc, je me sens pas très bien, je me sens pas complet, je me sens pas complète, etc. Le multipotentiel aussi, il a souvent cette capacité à faire des liens avec plein de choses. Donc, de fait, bah, s'il s'occupe, par exemple, du sujet de l'éducation, en parlant d'éducation, ça va faire un rebond avec un autre sujet qui va être peut-être l'éducation par la nature, et là, il va rentrer dans autre chose. Donc, il a cette capacité à voir les choses en vision un peu méta, et donc à pas les penser en silo. Et donc, quand je suis dans un métier qui m'oblige à penser en silo, bah, à un moment, il me manque aussi quelque chose. J'ai besoin de faire des liens. Voilà. Ça me fait penser, j'imagine que vous connaissez certains métaprogrammes en PNL qui décrivent le comportement de l'individu et notamment celui du mismatch qui voit constamment les différences, qui veut changer tous les 3 ans, ça revient beaucoup ça aussi. Mais aussi en psychologie, la différence entre les minimiseurs, ceux qui ont un truc et ils prennent le premier truc qui leur vient, ça leur convient très bien pour le restant de leur vie. Mon conjoint est comme ça. Et les maximizers qui vont regarder toutes les options qu'il y a, tout comparer. Mais ça, poussé à l'extrême, c'est là où moi je me pose des questions. C'est que je me dis, une personne qui par exemple n'arrive pas à trouver ses talents, qui ne sait pas ce qui lui plaît, parce que beaucoup de choses lui plaisent. J'ai eu le cas hier en coaching et à un certain niveau, ça peut être aussi mon cas. Ce serait quoi la méthode? Pas forcément au niveau que professionnel, mais même personnellement, pour trouver le juste équilibre entre bah, je me laisse de la liberté et en même temps je me perds pas parce que on peut aussi avoir la sensation de se perdre et en allant dans toutes les directions, n'aller dans aucune aussi. Bien sûr. Alors, c'est vraiment là, sur ce point-là, que j'ai mis l'accent dans mon livre, parce que c'est vraiment, une fois on a sorti le caillou de la chaussure qui est que je ne cherche plus à répondre à la question de quel est le job, ton job, et qu'on répond par je suis un slasher, une main multipotentielle.
Le deuxième gros caillou dans la chaussure, c'est ça. C'est la peur de, une fois que j'ai reconnu que je suis multipotentielle, que je construis ma vie en slashant avec en la composant ma vie professionnelle et personnelle, hein, d'ailleurs, avec différents ingrédients qui sont un peu comme un puzzle, hein, qui font que bah, j'élargis ce puzzle de jour en jour avec plein de nouvelles pièces qui affinent le paysage, qui apportent une singularité à ce paysage. Je dirais que la clé, et c'est vraiment là-dessus que je ne lâche jamais le lecteur et que je ne lâche jamais les personnes dans mes masterclass, chacune des personnes qui sort de mes masterclass sort en ayant trouvé sa raison d'être. Et pour moi, la clé, c'est ça, c'est trouver sa raison d'être. Pourquoi? Parce que dès lors que j'ai trouvé ma raison d'être, j'ai trouvé mon ancrage. Les personnes, c'est vraiment comme un... Dès qu'ils le trouvent... Alors, elles arrivent toujours en me disant, non, mais moi, je ne peux pas le trouver. Il n'y a aucun lien entre hôtesse de l'air et décoratrice intérieure, entre hôtesse de l'air et décoratrice, entre journaliste et décoratrice intérieure, entre j'en passe et des meilleurs. On le trouve toujours. Oui, notre raison d'être, en réalité, elle répond avant tout à nos besoins fondamentaux. Mais souvent, les gens confondent justement mes besoins quand je les fais travailler sur la raison d'être. Ben, mon besoin, par exemple, ils disent ma raison d'être, c'est d'être heureuse ou de rendre les gens heureux. Mais ça, c'est un besoin. Après, mais ça s'appuie, c'est comme Maslow, hein, c'est vraiment pour pouvoir trouver le sens de sa vie, il faut d'abord répondre à ses besoins fondamentaux. Donc, bien sûr que la raison d'être, si elle ne répond pas à nos besoins fondamentaux, c'est pour ça que c'est important de connaître nos besoins et de bien se connaître, bah, elle sera pas, elle ne tiendra pas dans la longueur, ça ne sera pas une vraie raison d'être. Donc, elle répond à mes besoins, et j'y réponds par des outils, des moyens, des manières d'être, des compétences, une manière de me mettre en relation avec les autres, etc., au service de quelque chose de plus grand que moi. Donc, quand on a trouvé cette raison d'être, euh, j'ai un ancrage pour toute la vie. Ça veut dire que pour toute ma vie, je vais pouvoir me demander quoi? Quand un nouveau sujet me fait de l'œil, quand j'ai tendance à me dire que je m'éparpille parce que je pars déjà dans une autre direction, je vais me demander quoi? Je vais me dire, tiens, un nouveau sujet, je ne sais pas, je me passionne pour la permaculture. Est-ce que je vais devenir agricultrice et monter une ferme en permaculture? Ou, et donc, quelles sont les bonnes questions à me poser? La bonne question, c'est est-ce que ce nouveau sujet, est-ce que cette nouvelle activité pourrait venir nourrir ma raison d'être? Alors, oui, non. Si c'est oui, je vais explorer un peu plus et je vais me demander surtout, est-ce prioritaire aujourd'hui dans ma vie de développer cette activité en regard de tout le reste de ma vie? Si c'est non, eh bien, ça veut dire que plutôt que de me partir dans une fausse bonne piste, je vais juste me contenter d'aller faire un stage de 3 jours en permaculture pour faire mon jardin dans ma maison, ou acheter 3 bouquins, ou me mettre sur 3 MOOC en ligne, etc., etc. Et donc, il y a vraiment ce choix et en fait, ça change tout parce que dès lors qu'on se dit, OK, je suis curieuse, donc ça, je suis sollicitée tout le temps, moi, par des gens qui m'embarquent dans des projets. Alors, évidemment, ça m'intéresse, mais à un moment, je me dis, est-ce que ça répond à mes besoins aujourd'hui? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que ça vient nourrir ma raison d'être? Est-ce que c'est prioritaire? Bah, en fait, je prends plus de risque de me perdre à ce moment-là. Plus du tout. Et du coup, c'est quoi la méthode pour trouver sa raison d'être? Ah, ben, c'est 3 jours en fait d'accompagnement parce que ça commence justement, alors ça dépend où chacun en est, mais ça commence déjà par identifier qui je suis, le connais-toi toi-même de Socrate. Hein. Moi, ce qui me stupéfait aujourd'hui, c'est que parfois j'accompagne des gens qui sont DRH depuis 20 ans, 30 ans et qui me disent, oh là là, mon Dieu, mais quel bonheur de faire ta masterclass parce que on n'a jamais le temps de se poser ces questions-là. Ben oui, on devrait se la reposer régulièrement, cette question-là. Donc, c'est prendre le temps de faire un bilan, où j'en suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime plus, qu'est-ce que je veux dans ma vie en général, dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je ne veux plus, Euh, quelles sont mes priorités du moment, mes gros cailloux, mes essentiels. Ensuite, comment je trouve cette raison d'être, mais après, une fois que j'ai fait déjà tout ce premier passage au tamis, on va questionner vraiment davantage la raison d'être avec d'autres outils, notamment l'ikigai. Mais moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'ikigai, je demande,
Parce que mes compétences, mes appétences, mes envies, ce pourquoi je suis payée, bon, tout ça, mes centres d'intérêt, on le connaît plutôt bien quand on a fait déjà un petit travail sur soi, un peu parfois des bilans de compétences. En revanche, on oublie de se poser une question qui, à mon sens, est essentielle, c'est à quoi je veux contribuer? De quoi le monde a besoin? De quoi le monde a besoin? Cette question, pour moi, dans l'ikigai, c'est la plus fondamentale parce que l'autre, on y a souvent beaucoup répondu. Et donc, de quoi le monde a besoin, eh ben, ça rejoint, en fait, ça revient se coller avec ce triptyque de la raison d'être qui répond à mes besoins, qui je suis. Et ça fait écho à un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Abdenour Bidar, qui a écrit un livre merveilleux. Enfin, il a écrit plein de livres merveilleux, mais il y a un livre qui fait beaucoup écho à, à ce que je cherche quand j'accompagne autour de la raison d'être, qui est que dans ce livre qui s'appelle Les Tisserands, il parle vraiment des besoins du monde aujourd'hui et selon lui, ce dont le monde a le plus besoin, c'est de liens. Et il parle du triple lien, du lien à soi. D'abord, on a besoin de retisser le lien à soi pour comprendre qui on est, qui je suis. Parce que finalement, l'école, elle nous apprend plein de trucs dont on ne se servira jamais, mais elle ne nous apprend pas à découvrir qui on est. C'est fou, Donc, hein. bah oui, c'est quand même grave, hein. Donc, on doit déjà faire ce chemin pour certains, quand ça n'a pas été mis. Moi, j'ai commencé très, très jeune, je suis tombée à la marmite très jeune pour X raisons. Mais je vois, je suis toujours interloquée de voir des gens, y compris qui sont coachs ou RH et qui n'ont jamais fait l'ombre d'un travail sur eux. Bon, donc c'est déjà retrouver ce lien le lien à qui je suis. Et c'est pas un jugement hein, quand je dis ça, c'est que on n'a plus le temps, on va vite, il faut aller vite. Donc, je vois dans les ateliers, les masterclass que je fais de 2 heures parfois en entreprise, les gens me disent oh, qu'est-ce que ça fait du bien juste de prendre le temps de penser à soi, de se reposer ces questions essentielles. Donc, le lien à soi. Le deuxième lien, c'est le lien à l'autre. Comment j'interagis avec l'autre? Donc, ça rejoint la raison d'être. Ma raison d'être, c'est répondre d'abord à mes besoins. C'est là, ça c'est acquis. Comment j'interagis avec l'autre? Avec quels outils? La CNV, la psychologie, la transmission, en soignant, enfin voilà, comment j'interagis avec l'autre? Et comment, de quelle manière? Parce que il y a autant de médecins que de médecins. Chacun arrive avec son approche, etc., de journaliste que de journaliste, etc. Et, et ensuite, pourquoi je fais ça? Donc, dans quel but? Pour répondre à quel besoin du monde? Et donc, au service de quoi de plus grand que moi? Parce que si on fait des choses que pour soi, pour son petit nombril, pour son bien-être, avec des choses qu'on sait bien faire parce qu'elles sont faciles, mais que finalement, il n'y a pas cette troisième dimension qui est euh, à quoi ça contribue et à quel besoin du monde ça répond. Et c'est magnifique parce qu'on se demande dans les masterclass quel est selon toi le plus grand besoin du monde aujourd'hui, de quoi le monde a le plus besoin. Bah, j'ai 10 personnes dans la masterclass, il n'y en a pas une qui dit la même chose. Alors que globalement, si je fais travailler dans le premier jet sur la raison d'être, je le fais toujours comme ça pour voir ce qui sort, globalement, tout le monde me dit, bah, moi, ma raison d'être, c'est de rendre les gens heureux ou de changer le monde. Bon, bah, je leur dis oui, enfin, ok, mais ça suffit pas. Parce que ça, à part quelques salauds sur la planète, la plupart des gens ont envie de rendre les gens heureux ou de changer le monde. Mais comment tu le fais? Je trouve ça intéressant, le point de vue que vous avez de se dire, pour moi, ce qui n'est pas assez posé comme question et ce qui est une des bases, voire la plus grande de la raison d'être, c'est à quoi est-ce que je veux contribuer et de quoi le monde a besoin. Parce que je trouve ça intéressant, parce que pour le coup, il y a certaines personnes qui, naturellement, vont chercher leurs talents, leurs envies, leur mission dans qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Et c'est intéressant, ça permet de se poser la question différemment. Euh, voilà, c'est une remarque, Et, je trouve ça intéressant. Moi, je me serais pas forcément posé la question comme ça, même si je alors suis moi, dans un métier ouais. thérapeutique, mais je trouve ça intéressant. Alors, je rebondis complètement là-dessus parce que ça fait écho à un podcast que j'ai écouté ce matin. Alors moi, je suis vraiment, et c'est d'ailleurs mon livre, voilà, il contribue aussi à interpeller sur ce sujet. Je suis désespérée de voir à quel point aujourd'hui on est dans un monde binaire. Donc, et là, dans ce que vous venez de pointer, pour moi, justement, réfléchir à de quoi le monde a besoin euh, ça n'a de sens que si je me suis d'abord demandé de quoi j'ai envie. C'est-à-dire que si je réponds juste à ce dont le monde Ah a oui, besoin, c'est je me ça. sacrifie.
en ne faisant pas ce qui est essentiel pour moi et ce qui me fait du bien, Bah oui, ce qui me rend heureuse, ça ne marchera pas. Mais ok. comme ça ne marchera pas, si je ne fais que ce qui me rend heureuse, mais que pour mon petit nombril, pour mon petit ego, pour briller, et que ça ne fait écho avec rien qui donne du sens derrière. Alors, Vous moi, voyez. ce que je me demande, j'avais discuté avec Isabelle Layer à ce sujet qui est, pareil, c'est une slasheuse, peut-être elle le sait pas, mais ce serait super de pouvoir discuter ensemble. Enfin, bref. Et donc, elle a écrit des livres, elle a fait des podcasts, elle est journaliste, elle est comédienne, elle a fait plein de trucs. Et je lui disais, et on parlait des faux rêves et de toutes ces choses qu'on veut pour la gloire et pas forcément pour apporter au monde. Et elle disait, bah, en fait, la gloire, le fait de briller, la réussite, l'argent, c'est une conséquence du fait d'apporter un sens parce qu'on fait. Et du coup, bah, j'entends ce propos un peu bah, faire des choses que ce que nous on aime, c'est un peu nombriliste, peut-être un peu égoïste. Bah, je me demande est-ce qu'il y a un travail où on n'apporterait rien aux autres? Je vois pas quel travail ça pourrait être. Et un travail qui ait du sens et dans lequel on aurait de la gloire sans rapporter quelque chose aux autres, même sans forcément le vouloir, ça me semble vraiment compliqué. Malheureusement, il y a beaucoup de boulot aujourd'hui et on voit bien, hein, la crise du Covid a mis un énorme coup de projecteur là-dessus, chez qui les gens ne trouvent plus de sens. Donc, si on ne trouve plus de sens, ça veut dire que je ne sais pas à quoi je contribue. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le métier que je fais, mais je ne sais plus à quoi il contribue. Ça ne veut pas dire Et que je contribue pas. mais ça ne veut pas dire que je contribue pas. Ça veut dire que je ne sais plus à quoi parce que trop de pression de la boîte, trop de pression pour X raisons. Et puis parfois, il y a des gens qui sont juste pas à leur place. Donc pour moi, la notion de joie, souvent dans mes masterclass, je dis aux gens, voilà, on pourrait se limiter à deux questions. La raison d'être et qu'est-ce qui vous procure de la joie dans votre vie et dans votre travail. Une fois, et s'il n'y a pas la joie, ça ne tiendra pas dans la durée. Mais s'il n'y a pas aussi le sens, ce qui fait que ce que je fais produit du sens, a un impact, répond à un besoin, vraiment, je crois vraiment à cet alignement des besoins. C'est-à-dire que euh, je peux avoir envie d'écrire un livre parce que j'aime écrire, bah, je peux, sur un coup, un malentendu, que mon livre cartonne parce que voilà, il fait écho. Ça voudra dire qu'il répond à un besoin dans ces cas-là, à un besoin chez d'autres personnes. Et donc, parfois, on ne sait pas, hein, l'écho, il vient après, on comprend après que ça fait écho ailleurs. Moi, je ne pensais pas du tout, en écrivant mon livre, que ça ferait autant écho. Je l'ai fait parce que je répondais déjà à des besoins que j'entendais chez les personnes que j'accompagnais, dans les conférences que je donnais, en me disant, bon, à un moment, je vais écrire le livre que j'aurais aimé lire à 20 ans parce que je vois bien qu'il y a plein de gens autour de moi qui attendent des clés, des outils, des choses pour avancer. Donc j'ai écrit ce livre-là. Mais il a fait bien plus écho que ce que je ne pensais. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, si ça, c'est ce qui fait que souvent un projet, on le voit, hein, chez les chefs d'entreprise, fonctionne, c'est qu'il répond à mon besoin, aux besoins d'autres personnes et aux besoins de la société, du monde en général. Et là, vraiment, ça s'aligne, hein, il y a une congruence. Et pour moi, justement, il n'y a pas à séparer les trois. Mais par contre, si je m'occupe que de mon besoin ou que du besoin du monde, je vois beaucoup de gens qui s'occupent que des besoins du monde et je leur dis, mais ça te procure de la joie, ça, du plaisir de faire ça, ou tu te sacrifies parce que dans ta construction, dans ton histoire, euh, tu t'es construit en tentant de sauver les autres. Voilà. Par contre, si tu sauves les autres en répondant à tes besoins, à des choses qui sont faciles, à ta zone d'excellence, etc., là, ça va faire sens et là, tu ne te sacrifieras plus. C'est très nuancé tout ça, hein. Bien sûr. Je trouve que c'est important de mettre la nuance dans tout ça. Ben, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Ce que j'aimerais pour terminer, déjà, je vais mettre votre livre, justement, Profession Slasher, pardon, dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller le regarder. J'imagine qu'il est sur Amazon. Je suis sûre. Oui, enfin moi je boycotte un peu Amazon, mais il est partout. Voilà. Après, comme c'est une réédition, Oui, il est sorti il y a un petit moment. Donc là, je l'ai sorti en version remise à jour, augmentée, à l'aune justement de nouvelles expérimentations qui ont été menées dans le monde professionnel. Donc c'est plutôt un livre au carrefour du développement personnel professionnel avec une grosse boîte à outils pour découvrir justement sa multipotentialité, savoir comment se positionner, savoir comment euh,
se présenter dans un CV, comment valoriser justement cette valeur ajoutée qui crée de la singularité parce que le croisement, le frottement de nos potentiels multiples fait émerger notre singularité, ce qui fait qu'on n'est pas un clone au milieu des autres, mais qu'on vient nous chercher nous et pas quelqu'un d'autre. Et voilà. Et comme c'est une version augmentée remise à jour, il est moins, voilà, il est moins distribué à la Fnac. Donc, voilà, vous allez chez votre bon libraire, vous le commandez et vous le trouvez Ok. facile. Donc, je vous invite vraiment à aller le regarder si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie d'investir, d'en savoir plus. Et pour terminer, ce que je trouverais super, si vous êtes d'accord, c'est que vous nous parlez un petit peu plus en détail de ces sessions collectives de 3 jours que vous appelez donc des masterclass. Est-ce que c'est en visioconférence? Est-ce que c'est en présentiel? À qui ça s'adresse? Alors, ça s'adresse à tout le monde, vraiment à tout le monde. J'ai tous les publics, je les anime à la fois pour des particuliers, à la fois pour des entreprises. C'est sur 3 jours en ce moment, post-Covid. Je l'ai adapté. Avant, elle était en présentiel et je l'ai adapté en distanciel. Je suis en train de travailler à une version résidentielle dans laquelle on intégrerait aussi tout un travail sur le corps, de visualisation, de sophrologie pour intégrer aussi des choses vraiment d'un point de vue corporel. Mais là, c'est en chantier. Elles sont en distanciel, 3 jours. Je dirais que c'est une sorte de bilan multidimensionnel, de, plutôt professionnel, mais pas que, parce qu'on aborde aussi beaucoup, beaucoup d'éléments personnels. Et les gens qui participent souvent me disent, bon, j'ai fait un, deux, trois, parfois bilan de compétences dans ma vie. Et je n'ai jamais trouvé le quart du tiers de ce que j'ai trouvé dans ta masterclass parce que justement, je cherchais encore le job d'après, la suite. Et moi, je suis convaincue qu'on n'en est plus là aujourd'hui. C'est-à-dire que la reconversion, elle fait sens pour des gens qu'on a empêchés d'aller vers justement leur vocation ou leur métier de cœur parce que c'était pas assez chic ou pour la famille ou pas, voilà, pas ce qui était correspondait aux attendus de la société. Donc là, ça fait sens de se reconvertir pour aller vers son métier de cœur. Mais je vois souvent beaucoup de cabinets de bilan de compétences m'envoient des personnes en post-bilan parce que justement, la personne sort de là finalement pas beaucoup plus avancée parce que on ne répond pas forcément à la bonne question. Et moi, je ne demande pas quel est le job d'après. Et par exemple, chez Air France, quand j'anime ces masterclass, les gens ne viennent pas forcément pour chercher le job d'après. Ils viennent parce qu'ils sont fatigués, c'est un métier usant, il leur manque quelque chose. Et puis finalement, quand ils sortent, ils disent, mais en fait, j'adore mon job, j'ai complètement compris le sens que ça faisait avec ma raison d'être, mais il me manque ça. Et puis tiens, ben, ça, je pourrais peut-être même le proposer à Air France ou le développer à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une manière de repenser sa vie professionnelle de manière, on va dire, plutôt comme un origami, comme un diamant à multiples facettes, en se disant, bah, je ne suis pas qu'une facette. Et je vais mettre à jour, polir d'autres facettes et faire briller d'autres facettes, et donc rayonner en déployant mes ailes d'une autre manière, et donc en osant rentrer, en osant composer sa vie avec d'autres pièces de puzzle et de manière beaucoup plus multidimensionnelle en se disant, et ça va vraiment aujourd'hui dans le sens des entreprises, c'est pour ça que certaines entreprises viennent me chercher pour l'animer, parce que de plus en plus de collaborateurs aujourd'hui, si l'entreprise ne propose pas ça, Mazar le propose, Orange le propose, il y a EDF qui teste des choses aujourd'hui. Donc, les entreprises le font ayant conscience que sinon, elles n'arriveront plus à recruter. Parce que les gens n'ont plus envie de se limiter à un job, 35 heures par semaine, la même chose, routinière. Parce que la vie, à mon sens, professionnelle, on est des êtres vivants. Euh, et le travail n'échappe pas à cette loi du vivant. Ça ne viendrait pas l'idée de manger tous les jours la même chose, de voir tout le temps la même ou le même ami, de partir tout le temps au même endroit en vacances. Et donc, le monde du travail n'échappe pas à ça. Et on a besoin aussi, dans notre vie professionnelle, de se régénérer et de plutôt que de penser notre vie professionnelle comme une échelle dans laquelle on monte des échelons, plutôt de la penser comme une spirale évolutive et qui devient de plus en plus centrifuge et qui est de plus en plus large et qui donne de plus en plus de rayonnement et qui donne de plus en plus de joie parce que tout ça se nourrit. C'est comme de la pollinisation, hein. On est comme une petite abeille qui va prendre plein, plein, plein de pollen pour faire un miel de plus en plus affiné, singulier et riche. Voilà.
Et l'image du diamant me parle beaucoup, particulièrement parce que ça, je sais pas si vous connaissez certains protocoles d'hypnose, peut-être ou peut-être pas du tout, mais à un moment donné, dans un protocole qui permet de se reconnecter à son moi profond, on invite la personne à entrer par différentes portes du diamant pour se rendre compte de ses différentes facettes, se rendre compte qu'elle n'est pas que ça et qu'elle est tout ça et pas du tout ça à la fois, et vraiment la reconnecter à son moi profond. Donc, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Euh, Le moi profond, c'est la raison d'être, parce que oui. le problème du diamant, c'est que souvent, ben, on passe sa vie en regardant ou en laissant voir une seule facette. Si Mm. je commence à prendre un petit chiffon et que voilà, je dépoussière certaines facettes qui sont restées couvertes par la poussière ou que je polis d'autres facettes jusqu'à la fin de ma vie, bien, ce diamant, il va prendre un rayonnement de plus en plus singulier, de plus en plus lumineux. Et ce rayonnement qui va s'affiner, c'est notre raison d'être qui s'affine. C'est toujours la même, mais elle s'affine, voilà, c'est comme un bon vin, elle se décante. Et en fait, c'est ça qui fait que mon moi profond, cette note de fond, elle est de plus en plus visible aussi. Et donc, on vient me chercher pour ça. Et j'ai plus d'efforts à faire. Quand ce diamant est de plus en plus lumineux, finalement, on vient me chercher plus que d'avoir à aller en force, dire, convaincre que je suis la bonne personne pour vous. Hein, donc, ça change tout aussi. Ce que je ferais, c'est que dans la description, vous mettrez le lien de votre site internet où il y aura de plus amples informations sur ces sessions-là. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. C'était vraiment très, très riche. Et je suis vraiment heureuse qu'on ait pu bah, voilà, élaborer ce sujet sur le plan de la multipotentialité, mieux comprendre la valeur qu'il y a derrière, mieux se comprendre soi. Et surtout, c'est un beau message en fait sur toute cette valeur qui peut être développée encore, notamment dans le milieu de l'entreprise, mais aussi dans l'éducation. Merci beaucoup, Chloé. J'ai adoré. J'ai Ouais, adoré c'est super. parler sur tous ces sujets-là avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au Oui, revoir. à bientôt. Au revoir.